Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du libéralisme. Alors si on regarde la télé française ou les réseaux sociaux, on pourrait penser que le terme libéral est péjoratif. Les gens l'utilisent comme une insulte, comme un synonyme d'hypercapitalisme, de détestation des pauvres ou de vouloir couper les dépenses publiques. Alors, si on connaît la théorie libérale, ce n'est pas vraiment justifié. En effet, le libéralisme, il est là pour répondre à une question très simple. Donc on sait tous que pour maintenir le droit dans une société, il faut un État capable de lire la loi, puis de punir ceux qui la transgressent. Sinon, la loi, ce n'est que des mots. Mais alors, se pose une question toute simple. Que faire quand l'État lui-même transgresse la loi? Que faire quand l'État devient l'agresseur? Ça peut paraître très philosophique comme ça, mais il y a nombre d'exemples dans l'histoire. C'était même la norme à l'époque où le libéralisme est apparu. On peut penser à par exemple Philippe II d'Espagne, qui entre 1557 et 1598 va annuler ses propres dettes 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire, parce qu'il est le roi et que celui qui est en charge de faire régner la loi en Espagne, c'est lui, et il ne va pas s'arrêter lui-même. Et son fils, Philippe III, va faire la même chose, et son petit-fils, Philippe IV, va aussi faire la même chose, et cela va ruiner par exemple plusieurs banques à Gênes, plusieurs grandes familles allemandes. Ça va causer des ravages dans l'Europe. On peut aussi penser aux lettres de cachet. En 1789, par exemple, il y avait plus de 200 personnes incarcérées de manière totalement arbitraire pour des crimes tels que excès de jeunesse, opposition politique, mariage, le mariage interclasse, le libertinage. Par exemple, beaucoup de penseurs libéraux vont faire un tour en prison simplement parce qu'ils ont critiqué le roi. On va citer Voltaire, Diderot. Et faut pas oublier que si vous n'étiez pas de la bonne religion, c'est-à-dire pas celle de votre roi, vous risquiez des persécutions religieuses. On pense aux juifs, aux protestants, aux catholiques, selon les pays. Et donc, le libéralisme, il voit tous ces problèmes et il se pose la question de comment les résoudre. Il voit par exemple que les gouvernements sont utilisés pour un intérêt personnel. Et donc à ça, il va apporter un élément de réponse qui est la séparation des pouvoirs. De plus, il voit que les monarques inventent des nouvelles règles à leur convenance. Et le libéralisme va dire, eh bien maintenant on va avoir une constitution. Si bien qu'aujourd'hui, si je voulais emprunter de l'argent à mon président dans un pays libéral, et que le président décidait de ne pas le rembourser, alors je pourrais aller voir un juge qui n'est pas la même personne que le président dans ce régime libéral, qui pourrait regarder la loi, regarder mes droits de propriété, encore une fois, concept libéral, et me donner raison. Et ensuite, des gardes qui ne seraient pas sous les ordres du président, mais sous ceux du juge, eux viendraient faire respecter la loi, même sur le président lui-même. Et donc, le pouvoir du juge n'est pas non plus absolu, puisque lui-même se fait contrecarrer par celui du président, des législateurs, et donc, on a un système où les intérêts de plusieurs personnes se contrecarrent et donc l'État ne peut plus être géré par une seule personne pour son intérêt personnel. De plus, on a dans le libéralisme plus du côté suisse, on a la préférence du local. En effet, vous avez moins de chances de vous faire opprimer par un maire que vous connaissez, qui va dans le même marché que vous croisez dans la rue tous les jours, que
par un bonhomme qui prend des décisions pour vous alors qu'il vit à 300 km et qu'il ne parle même pas la même langue que vous. Du côté des anglo-saxons, on a aussi une grosse concentration sur le contrôle des impôts. En effet, pour beaucoup de penseurs libéraux anglo-saxons, les impôts et l'argent sont le sang, l'énergie vitale de l'État. Et donc, si l'État ne peut pas monter arbitrairement les impôts et qu'il y a des choses pour lutter contre cela, alors l'État ne peut pas devenir tyrannique, c'est-à-dire prendre tellement d'impôts que cela au détriment du peuple pour des raisons que le peuple n'approuverait pas. Et donc voilà, là on a toute une série de principes et de réponses qui font que l'État, qui sont censés faire que l'État ne devienne pas tyrannique. Mais alors, comment ça marche en pratique? Eh bien, dans le monde, il y a beaucoup de régimes. Il y a la Chine, par exemple, qui n'est pas du tout libérale. En fait, aucun de ses principes n'est respecté. On a des pays un peu moins autoritaires comme la Russie et la France. On a des pays semi-libéraux comme l'Allemagne, les Pays-Bas. Et puis, on a des pays très libéraux. Du coup, les 3 pays les plus libéraux au monde sont la Suisse, le Liechtenstein et l'Uruguay. Alors, déjà, la Suisse, donc c'est un pays limitrophe de la France. Il a un IDH de 0,962 en 2021, ce qui en faisait cette année-là le plus haut du monde. Donc ça veut dire que les Suisses, de tous les peuples du monde, sont les gens qui ont le plus accès à l'éducation, à la santé et à la richesse. On peut aussi noter que la Suisse a un taux de crime de 21,7 contre 52,4 en France. Donc on peut voir que c'est quasiment la moitié, donc vous aurez beaucoup moins de chances de vous faire agresser. Sur le Liechtenstein, c'est la même histoire, IDH de 0,935, donc plus riche que la France et plus riche que la plupart des pays européens, pas de crime. L'Uruguay, alors IDH de 0,809, ce qui en fait quand même donc un peu plus pauvre, mais ça en fait un pays assez riche quand on sait qu'il est en Amérique latine, une région qui est assez touchée par la pauvreté, et globalement ça en fait le 3e pays le plus riche de sa région. Donc en termes, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et on peut voir que donc le libéralisme dans les pays où il est appliqué a tendance à amener d'assez bonnes conditions de vie. Mais donc comment ça marche concrètement? Bien, prenons l'exemple de la Suisse. Alors moi j'ai vécu quelques années en Suisse, et donc quand vous vivez en Suisse, vous allez avoir une petite feuille de la part de votre commune où vous allez voir toutes les dépenses de la commune et tous les revenus. Donc toutes les dépenses, ça va être par exemple, on a dépensé 476 000, et c'est au franc près, 476 016 francs pour les transports en commun. On a dépensé pour l'école, on a dépensé sur le salaire de nos employés et sur les revenus. Donc comment ils gagnent cet argent? Donc on a pris des dettes et on rembourse nos intérêts à tant % sur 20 ans. On a pris 21 millions en impôts sur le revenu. On a pris tant sur les taxes foncières. Et donc, on sait exactement comment le gouvernement marche. Donc, la corruption est quasiment impossible. Et non seulement on sait comment ça marche, mais en plus, on a les moyens juridiques pour l'arrêter. C'est-à-dire qu'en Suisse, il y a plein de procédures légales où vous pouvez, par exemple, récupérer tant de nombre de signatures, organiser un référendum et bloquer une dépense, une montée des impôts, ou alors une loi. Par exemple,
Figurez-vous qu'en Suisse, il y a eu aussi au niveau fédéral des politiciens qui voulaient faire passer la même taxe sur le carburant qu'Emmanuel Macron en France. Et cela, bien sûr, n'a pas plu aux paysans suisses, tout comme ça n'a pas plu aux paysans français. Et sauf qu'en Suisse, ils ont simplement fait une motion de censure, la loi est morte dans l'œuf, alors qu'en France, il n'y avait pas ce cadre juridique. Et donc, il y a eu des manifestations, il y a eu des centaines de morts, de blessés, il y a eu de la destruction. Et tout ça pour rien, quand on sait qu'on aurait juste pu avoir un cadre juridique pour gérer ce genre de processus, si on était dans un pays libéral. Et donc ça, Ensuite, on peut voir qu'il y a une préférence du local en Suisse. Donc tout ce qui peut être géré à l'échelle de la commune va être géré à l'échelle de la commune. Puis si ça ne veut pas être géré par la commune, alors ça va se passer à l'échelle du canton. Et finalement, si ça ne peut pas se gérer à l'échelle du canton, là, ça ira dans le régime fédéral. Donc ça fait que c'est des choses très concrètes sur lesquelles les gens réfléchissent. La politique, c'est votre ligne de bus, comment aller au travail, les impôts que vous payez. Enfin, c'est des choses très très concrètes. Tout est décidé par démocratie directe. Donc encore une fois, les lois, vous voulez proposer une loi, vous la proposez, il y a un référendum. Vous ne la voulez pas, vous pouvez la détruire en récoltant les signatures, en organisant un référendum. Et il y a des droits de propriété extrêmement forts en Suisse. Vous n'allez pas vous faire exproprier. Voire pour les citoyens suisses, il y a encore l'anonymat bancaire. Il y a une constitution très forte. Et en termes de séparation des pouvoirs, donc déjà il y a les 3 niveaux du gouvernement. Il y a le fait que tout se fait par le consensus. Donc on peut voir par exemple, il n'y a même pas il y a un président en Suisse, mais il n'a pas la même signification qu'en France. En Suisse, le vrai pouvoir exécutif, c'est le Conseil fédéral. Donc déjà, même ça, il est partagé entre plusieurs personnes qui doivent s'entendre et se mettre d'accord. Et ces personnes n'ont même pas les mêmes idées politiques. Et donc, on obtient un pouvoir qui est assez objectif. Maintenant, cela nous amène à la France. Donc la France, c'est un État très centralisé qui a persécuté les populations locales comme les Corses, les Occitans et les Bretons pendant très longtemps. Donc en termes de préférence du local, on ne l'a pas. Tout est à Paris et Paris a le PIB d'un petit pays. En termes de contrôle des impôts, on n'a pas non plus cet aspect-là, dans le sens où aujourd'hui le gouvernement français est à 60% du PIB en termes de dépenses. Donc c'est-à-dire que la majorité de notre économie est gérée par le gouvernement français. Et sur la richesse qu'on produit, une énorme partie va dans les caisses de l'État français pour faire ce que l'État français décide. Mais au moins, si on pouvait au moins décider ce qu'il en fait, peut-être ça serait mieux. Mais là, pas tellement. Les vrais leviers de pouvoir qu'on a, par exemple, sur l'État fédéral français, donc le gouvernement central, c'est de voter pour une personne tous les 5 ans. Et cette personne fait plus ou moins ce qu'elle veut pendant les 5 ans qui suivent. Et de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, puisque toutes les personnes qui se présentent aux élections, elles sont à peu près toutes d'accord sur le rôle qu'il faut. Il y a un État fort, donc vous allez voter entre 7-8 personnes qui vivent à Paris, pas près de chez vous, et une fois que vous leur aurez donné une autorité, alors ils pourront outrepasser le contre-pouvoir qu'est le Parlement avec le 49.3. En cas de conflit, ils peuvent prendre les pleins pouvoirs. Donc ils pourront faire passer des nouvelles lois non populaires. Ils pourront faire passer des nouveaux impôts non populaires, d'où le fait qu'on est à 60% géré par l'État.
Et la seule manière de les en empêcher, c'est de manifester. Et donc on se retrouve avec des manifestations en permanence. Il y avait les gilets jaunes, il y a maintenant les agriculteurs. À l'époque, j'étais un peu jeune, c'était les bonnets rouges, je crois. Enfin, on est toujours en permanence à devoir se battre juste pour garder des droits. Et en termes, donc la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment appliquée. Et au moins, on a l'aspect constitutionnel. Effectivement, il y a une constitution assez forte en France. Il y a un léger contre-pouvoir qu'est le vote, même s'il s'applique de moins en moins dans un monde où les milliardaires contrôlent les médias. Et pourquoi c'est mal ça? Parce qu'en France, on ne vit pas non plus si mal. On vit moins bien qu'en Suisse, mais on a quand même parmi les meilleures conditions de vie au monde. Alors, eh bien, dans le monde qui va arriver, au XXIe siècle, les États vont avoir de plus en plus la possibilité de devenir oppressifs grâce aux nouvelles technologies. Par exemple, il y aura les technologies de surveillance de masse qui récolteront des données. Votre téléphone récolte des données sur vous, vous analyse. On aura les technologies génétiques, on pourra savoir si vous avez une maladie à l'avance. Et donc, imaginez ce que Hitler ou Staline auraient fait s'ils avaient eu ces technologies. Donc, elles ont un pouvoir nocif si elles sont mal utilisées par un gouvernement énorme. Et le problème, c'est que le gouvernement, vous ne savez pas qui sera à la tête. Quelle que soit votre idéologie politique, imaginez que c'est la personne la plus opposée. Donc si vous votez Le Pen, imaginez Mélenchon. Si vous votez Mélenchon, imaginez un Le Pen. C'est la personne la plus opposée à vous qui va prendre le pouvoir de cet appareil extrêmement oppressif et qui l'utilisera sur vous. Et donc, le seul vrai moyen de lutter contre ça, c'est d'avoir des institutions libérales, robustes, où justement, même si quelqu'un arrive au pouvoir, il ne peut pas utiliser le pouvoir à mauvais escient. Et donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est même plus un choix, il est impératif que la France devienne beaucoup plus libérale, parce que sinon, on deviendra un État tyrannique. Merci, et on se revoit la semaine prochaine.